Alors j'ai vu que vous vous êtes mis au fond, hein, comme dans les classes que j'avais, mais vous savez que pour l'orateur, c'est souvent intéressant d'avoir les gens tout près pour avoir une espèce de love, quoi, comme on dit. Mais enfin bon. C'est issu de l'information accessible. Ah oui, c'est pas bien. C'est pas bien, alors cette formation. Je voudrais traiter avec vous un petit peu les événements qui se sont déroulés en Martinique au moment de l'abolition de l'esclavage, pendant l'année 1848. Alors auparavant, je vais quand même rappeler quelque chose. Lorsque nous arrivons à 1848, nous sommes dans un processus qui a commencé il y a bien longtemps. Enfin, quand je dis bien longtemps, il y a un peu plus de 50 ans. C'est-à-dire au moment de la Révolution française. Lorsque, pour la première fois, il y a eu, pas pour la première fois, lorsqu'il y a eu de nombreuses révoltes d'esclaves, mais qui visaient la libération même des esclaves. Alors il y en a eu une en Martinique, mais la plus importante a été celle qui s'est déroulée dans la partie française de la colonie de Saint-Domingue, qu'on appelait, qui, lorsque ils vont obtenir l'abolition de l'esclavage en 1793, eh bien, et après, ils vont mener une guerre où ils vont battre l'armée de Napoléon, eh bien, cette colonie française de Saint-Domingue va prendre le nom de Haïti, du nom de origine. Donc pour la première fois, là c'est là la première fois, des esclaves noirs qui sont importés en Amérique, eh bien, se sont libérés. Et à partir de ce moment, l'exemple d'Haïti devient un exemple pour tous les territoires des Amériques où il y a des esclaves. Alors, je suppose que vous le savez, mais toute la Caraïbe, avec à peu près les 35 îles qui forment la Caraïbe, eh bien, il y avait des esclaves dans toutes ces îles. Pas la peine de les énumérer, mais si vous savez, Cuba, Jamaïque, Saint-Domingue, Haïti, Puerto Rico, Saint-Thomas, Sainte-Croix, ensuite quand vous prenez Anguilla, Saint-Kitts-Nevis, Barthélemy, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Barbade, Trinidad, Tobago, quand vous prenez toutes ces îles, vous avez eu l'esclavage, et en plus, tout le pourtour, lorsque vous prenez les États-Unis, la Floride, lorsque vous prenez le Mexique, le Costa Rica, le Guatemala, bon, je ne vais pas dire tous les noms, mais c'est pour vous dire comment c'était un système qui avait une importance grande. Et pour tous ces pays-là, le fait qu'il y ait eu cette insurrection en Haïti et que dans Haïti, il y a des esclaves qui se sont libérés, c'est un exemple qui, naturellement, a une importance particulière. Ça, c'est le premier élément, 1793, et l'indépendance d'Haïti en 1802. Le deuxième élément, c'est que le pays colonisateur le plus puissant à l'époque, c'est la Grande-Bretagne, l'Angleterre et le Royaume-Uni, comme on l'appelle. Et cette Grande-Bretagne, c'est le pays le plus riche au monde, un peu ce que sont les États-Unis aujourd'hui. Mais c'était le pays qui était en avant, qui avait mis en place ce qu'on appelle la révolution industrielle. Et avec la révolution industrielle, les théories de ces gens-là étaient que, les théories, mais la pratique aussi, était que finalement, on gagnait plus d'argent en ayant un travail salarié qu'en ayant un travail d'esclave. Parce que l'esclave, il n'avait rien à gagner à travailler énormément, on l'obligeait à travailler, on le fouettait, etc. Mais il travaillait, il prenait tout son temps, et naturellement, il ne mettait pas l'ardeur pour obtenir le meilleur des outils et le meilleur des ouvrages. Il le faisait, tout simplement. Tandis que le travail salarié, où il y a un peu la concurrence et où il y a le fruit des bénéfices, etc., ça rapportait plus. Eh bien, les Anglais, alors qu'ils ont été les plus grands colonisateurs, c'est eux qui ont mené le plus d'esclaves, c'est eux qui ont eu le plus de colonies, eh bien, ils ont été les premiers à dire il faut arrêter avec la traite et avec l'esclavage. Et ils vont prendre en 1807 une mesure qu'ils vont appeler l'abolition de la traite négrière.
je ne vais pas expliquer longuement. Je suppose qu'ici, tout le monde sait ce que c'est. La traite négrière, il s'agissait pour les bateaux européens, les navires, les négriers, de partir des ports européens comme Liverpool, comme Manchester, mais comme les ports français aussi, à savoir Dieppe, La Rochelle, Saint-Nazaire, Bordeaux, Nantes, Le Havre, etc. Partir de toutes ces villes-là et de descendre tout au sud sur les côtes africaines, alors les côtes du Sénégal, les côtes de la Guinée, etc. Et là, lorsqu'ils avaient fait ce premier voyage où ils achetaient des esclaves contre les produits qu'ils avaient dans leur cale, c'est-à-dire ce qu'on appelait la pacotille, c'est-à-dire ils échangeaient de la pacotille contre des esclaves, ils faisaient la deuxième partie du voyage de l'Afrique vers les Amériques. Alors c'est ce qu'on appelle the middle passage, le voyage du milieu. Et dans ce voyage du milieu, c'est là qu'il y avait un certain nombre de révoltes d'esclaves, etc. Et une fois qu'on était arrivé aux Antilles, on échangeait ces esclaves contre les produits tropicaux. Alors les produits tropicaux, c'était quoi? C'était le tabac, parce que la Martinique a produit du tabac à l'époque, on appelait ça le pétain. C'était aussi le tafia, ce qui va donner le rhum plus tard, mais c'était aussi le sucre, le cacao, le café, la vanille, le carrette. Qu'est-ce que c'est que la carrette? Ce sont les écorces de tortue, les écailles de tortue, parce que ça, on cherchait ça beaucoup, mais aussi les plantes tectoriales, que certaines ont disparu maintenant, comme le roucou, comme l'indigo, mais il y a encore quelques roucouillés à la Martinique. Et puis d'autres épices, comme la muscade, comme la vanille, etc. On prenait tous ces produits-là, qu'on reportait en Europe, parce que l'Europe n'avait pas ces produits, et que ces produits étaient très chers, en particulier le sucre était extrêmement bénéfique. Il était tellement important, le sucre, que c'était un produit qui avait un peu la valeur aujourd'hui qu'a le caviar. Et d'ailleurs, on appelait le sucre l'or blanc, tellement on estimait que cela rapportait beaucoup. Eh bien, les Anglais vont être les premiers à vouloir supprimer ça, la traite en 1807. La deuxième raison, alors je risque d'être des fois un peu long, quand vous sentez que c'est trop long, vous me dites de raccourcir le débit. Hein. Mais les Anglais aussi le font supprimer la traite, parce que pour eux c'est une manière de battre leurs concurrents, de battre les Français. Parce que les Français, tout en n'étant pas la première puissance coloniale, même s'ils étaient la deuxième et qu'ils étaient extrêmement importants, les Français produisaient plus de sucre que les Anglais. En particulier, la Martinique, la Guadeloupe et Haïti, enfin ça ne s'appelait pas Haïti, ça s'appelait la colonie française de Saint-Domingue, étaient des îles qui rapportaient tellement de sucre qu'à la veille de 1789, à la veille de la Révolution française, les trois quarts de la richesse française, de toute la France, venaient des colonies d'Amérique. Et lorsque les Français ont perdu une importante bataille contre les Anglais en 1762-63, ils ont été obligés de signer un traité, c'est le fameux traité de 1763 qu'on a appelé le traité de Paris. Eh bien, la Martinique avait été occupée par les Anglais. Eh bien, la France a préféré céder le Canada plutôt que de céder la Martinique et la Guadeloupe. Et pourquoi la France ne voulait pas céder le Canada et la Martinique et la Guadeloupe? Alors, je vous donne un chiffre qui peut vous faire réfléchir. La Martinique fait 1000 km². Le Canada fait 10 millions de km². C'est-à-dire que le Canada est 1000 fois plus important, 10 000 fois plus important que la Martinique. Donc 10 000 fois plus que la Martinique, eh bien, les Français et Voltaire, il dit, mais non, on a raison de leur donner le Canada. Le Canada, c'est quelques arpents de neige. Tandis que la Martinique et la Guadeloupe, c'est la poule aux œufs d'or. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, aujourd'hui, le Canada, c'est quand même la 5e puissance du monde. Et vous voyez l'importance de ce pays. Eh bien, ils ont préféré céder le Canada aux Anglais en disant on ne perdait rien en donnant le Canada,
et nous gardons la Martinique, la poule aux œufs d'or. Donc c'est vous dire comment ça rapportait beaucoup. Mais voilà pourquoi les Anglais proposent cela. Ils le proposent et ils l'imposent à la France en 1815 après une révolte extrêmement forte. Lors une guerre de moins dans laquelle Napoléon, l'empereur, est battu, je vais passer dessus très rapidement, mais il est battu, la France est vaincue et on impose à la France l'abolition de la traite. Ce que la France fait semblant d'accepter, mais qu'elle refuse parce qu'on continue à faire ce qu'on appelle de la traite clandestine. Alors parmi les événements de traite clandestine, on en parle depuis quelques années ici, depuis qu'il y a eu le fameux Cap 110, j'espère que vous connaissez, ça fait partie de l'espace sud. Le Cap 110, eh bien, c'est là où il y a eu un naufrage de navires le 8 avril 1830. Le 8 avril 1830, ce navire a échoué au Diamant, comment ça s'appelle ce quartier, vous connaissez? Nanscafa, a échoué à Nanscafa. Et là, on s'est rendu compte que la France continuait le trafic de clandestins. Derrière, on avait déjà saisi plusieurs bateaux. Mais tous les pays le faisaient. Je ne sais pas si vous avez vu le fameux film sur l'Amistad, oui, qui se passe en 1839 aux États-Unis. Eh bien, tous les pays faisaient cela, faisaient encore de la traite clandestine. Eh bien, ça c'est un deuxième élément. Mais avec l'insurrection d'Haïti, lorsque on veut attaquer Haïti, un certain nombre de pays, comme le Venezuela, alors à l'époque ça ne s'appelait pas le Venezuela, ça s'appelait la Nouvelle-Espagne, comme le Venezuela, comme la Colombie, comme la Bolivie, comme le Pérou, etc. Un certain nombre de pays vont se révolter contre les Espagnols. Et ils vont, lorsque les révoltes vont être poursuivies, eh bien les chefs, comme Bolivar, vont se réfugier en Haïti. Et l'État haïtien accepte d'aider tous ces pays à mener leur lutte pour la libération, pour leur liberté, mais à une condition, c'est qu'ils prennent l'engagement d'abolir l'esclavage. Et donc on abolit l'esclavage en Colombie, au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, au Panama, dans tout. Alors le Panama n'était qu'une région de la Colombie grâce à la révolution haïtienne. Donc ça c'est un deuxième élément. Donc quand je dis que l'abolition de l'esclavage en Martinique s'inscrit dans un processus, vous voyez déjà tout ce qui se passe autour. D'abord Haïti, ensuite tous ces autres pays. Troisième élément, c'est que puisque ce mouvement est en train de monter, il y a tout un mouvement qu'on appelle le mouvement abolitionniste. Et ce mouvement abolitionniste qui existe dans les pays la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ce mouvement abolitionniste est très fort. Il est très fort avec des gens comme en Angleterre, Mary Wollstonecraft, ou bien avec des gens en France, plusieurs personnes, dont Tocqueville, et plus tard quelqu'un comme Schellcher, avec des gens aussi aux États-Unis comme Jefferson, etc. Et tous ces mouvements qui se créent à travers le monde, qui créent ces mouvements abolitionnistes, eh bien se battent pour l'abolition de l'esclavage. Ça c'est un troisième élément qui vient. Quatrième élément, c'est que les Noirs des Antilles, alors je reviens au cas de la Martinique, même s'ils sont analphabètes pour la plupart d'entre eux, ils entendent quand même les conversations. Ils entendent les rumeurs. Il y en a qui, dans les maisons de maître, entendent les conversations, etc. Et ils savent que tout ça se passe dans le monde. Ce qui fait qu'il y a une fermentation extrêmement forte. Et les révoltes qui existaient déjà se font de plus en plus nombreuses. Par exemple, il y a eu 1789 à la Martinique, il y a eu les révoltes avec le général Fayence, le chef des nègres marrons, qui avait une armée de 900 nègres marrons pendant la Révolution française ici à la Martinique.
Il y a aussi les révoltes de Janquina en 1800. Il y a la révolte de Farel en 1807. Il y a la révolte de Basse-Pointe en 1809. Il y a la révolte de Saint-Pierre en 1812. Il y a aussi la révolte du Carabé à Canaries-Cassé en 1822. Il y a la révolte de Spoutoun le 8 février 1831. Il y a la révolte de Saint-Pierre le 9 février 1831, à un jour près. Il y a la révolte de la Grande-Anse. Alors ce qu'on appelle la Grande-Anse, c'est le Lorrain en 1833. Donc quand je vous dis toute cette série de chiffres, vous voyez comment toutes les révoltes, d'ailleurs c'est un peu pour ça je fais un excursus, que j'avais été un peu embêté quand une ministre du gouvernement, parce que j'ai entendu plein de bêtises, mais quand une ministre du gouvernement actuelle en France, et qui en plus se disait ministre des droits des femmes et ministre de la famille, a dit que souvent les esclaves africains et américains, elle n'a pas osé dire les Antillais, avaient l'habitude un petit peu de supporter l'esclavage. Or, lorsqu'on regarde ce qu'a été le système colonial à la Martinique de 1635 à 1848, il y a exactement 213 ans d'esclavage. Sur ces 213 ans d'esclavage, j'ai relevé plus de 26 révoltes extrêmement importantes, sans compter toutes les autres petites révoltes. Alors 26 révoltes, ça fait une moyenne d'une insurrection tous les 9 ans. Hein? Alors par conséquent, dire que les gens acceptaient, c'est quand même dur de café, d'autant plus qu'à côté de toutes ces révoltes, ces 26 révoltes, il y avait les gens qui se suicidaient, il y avait les gens qui brûlaient les habitations, il y avait les gens qui tuaient leurs enfants pour que les enfants ne soient pas esclaves, il y avait les gens qui avalaient de la terre pour se tuer, il y avait les gens qui s'enfuyaient, et il y avait aussi beaucoup de gens qui partaient en marronnage individuel, et ce marronnage a été extrêmement important. Là où le marronnage devient beaucoup plus fort en Martinique et beaucoup plus important, c'est lorsque, en 1833, c'est-à-dire 15 ans avant l'abolition de l'esclavage à la Martinique, on apprend qu'à Sainte-Lucie, que les gens voient, lorsqu'ils sont ici, ils voient Sainte-Lucie, hein, tout le sud, ou bien qu'à la Dominique, que tous les gens du Nord voient, eh bien, qu'à Sainte-Lucie et la Dominique, qu'on avait aboli l'esclavage. Et on avait aboli l'esclavage, la population de la Martinique, à l'époque, faisait quelque chose comme 120 à 130 000 habitants. Les esclaves représentaient à peu près 80 000 esclaves. 80 000 esclaves, eh bien, on a compté qu'entre 1833 et 1848, il y a eu plus de 4 000 esclaves martiniquais qui sont allés à Sainte-Lucie et presque autant qui sont allés en Guadeloupe. Je ne sais pas si vous imaginez, sur 80 000 habitants, donc 8 000 personnes ont fui, c'est-à-dire 10% de la population. Imaginez aujourd'hui des gens qui fuient à la Martinique, on est près de 400 000, c'est-à-dire si 10% de la population fuyait, eh bien, ça veut dire que 40 000 personnes auraient quitté la Martinique en 15 ans pour fuir, pour aller dans un autre pays. On ne peut pas dire que ce sont des gens qui acceptaient l'abolition de l'esclavage, qui acceptaient du moins le maintien de l'esclavage. Donc vous avez ce quatrième élément, cette volonté de s'en sortir. Donc lorsque je reprends, avant d'arriver aux événements, je suis un peu long, mais lorsque je reprends, lorsque vous avez eu ces révoltes, lorsque vous avez eu Haïti, lorsque vous avez eu les pays d'Amérique du Sud, lorsque vous avez eu l'abolition de la traite, lorsque vous avez eu l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises, lorsque vous avez eu les abolitionnistes français, anglais, américains, lorsque vous avez eu enfin ce qui se passe, les révoltes, les fuites vers la Dominique et Sainte-Lucie, et lorsqu'enfin vous avez eu toutes ces révoltes d'esclaves à la Martinique, eh bien lorsqu'on arrive en 1848, on arrive vraiment dans une situation où le système esclavagiste est au bout de son rouleau. Les gens commencent à en avoir assez. Hein?
parce qu'il y a trop d'éléments qui font... Et alors, comme il y a tous ces éléments qui font qu'on veut un petit peu changer les choses, eh bien, lorsqu'on apprend en 1848, le samedi 26 mars, 1848, il y a un bateau qui arrive à Saint-Pierre. Et ce bateau, il arrive, il a voyagé pendant 35 jours. C'est pas comme pour WhatsApp, hein. Vous voyez, maintenant avec WhatsApp, vous avez alors, ils viennent me dire quelque chose, qu'il est en train de filmer ça. C'est-à-dire que c'est en direct sur Facebook. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont à Paris, là, actuellement, en train de regarder le Facebook de l'Espace Sud, ils sont en train d'écouter et de voir ma sale tête au téléphone qui est en train de faire la conférence. C'est-à-dire on est au courant, quel que soit l'endroit, s'il y a quelqu'un au Japon qui regarde, et bien là, à l'époque, lorsqu'une information devait circuler, ça prenait 35 jours pour traverser l'océan. Et comme il fallait peut-être 3 ou 4 jours pour apporter la nouvelle, c'est-à-dire que quand un événement se faisait, c'était au bout de mois. Là. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est que le 25 février, il y a eu une révolution en France. Le 25 février. On apprend ça à la Martinique le 26 mars, un mois après, quand on apprend ça. On apprend donc, par conséquent, qu'il y a la révolution. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment les choses vont évoluer immédiatement. Alors que le système est très fermé, et bien très, très vite, lorsque les gens apprennent ça, du jour au lendemain, il y a toute une série de petites choses qui se passent. C'est ce que je raconte à travers cet ouvrage, et on n'en trouve plus tellement, qui s'appelle Chronique de l'abolition de l'esclavage à la Martinique, 1848. Eh bien, lorsque on apprend ce qui s'est passé, tout va changer petit à petit, mais en même temps s'accélérant. Des gens qui jusque-là ne parlaient pas, eh bien, descendent dans la rue. D'abord, les libres de couleur, c'est-à-dire ceux qui étaient pas esclaves, mais qui n'étaient pas blancs non plus, qui étaient des mulâtres. On les appelait les sans-mêlés, on les appelait, ou les mulâtres, on leur donnait ces noms-là, ou bien on les appelait des libres de couleur. Il y avait plusieurs manières de les appeler, mais ils n'avaient pas les mêmes droits que les blancs. Ils n'avaient pas le droit de faire un certain nombre de métiers. Il y avait ce qu'on appelle des interdits professionnels. Ils ne pouvaient pas être médecins. Ils ne pouvaient pas exercer. Alors naturellement, aucun blanc n'acceptait de se faire soigner par un noir non plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, ensuite, on leur interdisait certains postes dans l'administration. Ils ne pouvaient être qu'à un niveau inférieur. À l'église, ils ne pouvaient pas être devant, ils étaient derrière. D'ailleurs, devant, les bancs de devant étaient marqués avec des gens qui avaient acheté leur place. Alors, ce système continue un peu toujours, mais maintenant, c'est plus pour les blancs, mais c'est les gens qui ont acheté leur place. Et puis, les autres étaient au fond de l'église. Ensuite, ils n'avaient même pas le droit de porter n'importe quel type de vêtements, parce que, en particulier les mulâtresses, lorsqu'elles s'habillaient et qu'elles venaient à l'église ou elles venaient dans les fêtes, eh bien, on trouvait qu'elles étaient trop belles et qu'elles rivalisaient avec les femmes créoles. Ce qu'on appelle les femmes créoles, ce sont les femmes béquées. Et alors, il y avait donc ces interdictions professionnelles. Et en particulier, on leur interdisait de porter les grandes robes décolletées, comme que portaient les femmes blanches, ce qui fait qu'elles portaient des robes, mais elles attachaient avec des tissus madras, ou bien elles se faisaient des têtes différentes qui a donné le costume traditionnel martiniquais. Ou bien elles portaient aussi de l'or, mais comme il ne fallait pas porter comme en France, eh bien, elles portaient ce qu'on appelle les chaînes forçées, les gros morceaux de chaînes forcées. Ce sont des interdits professionnels. Elles n'avaient pas le droit d'avoir de nom non plus, parce que vous êtes esclave, vous n'avez pas de nom, vous n'avez qu'un prénom. Et puis vous avez un matricule, un peu comme les prisonniers aujourd'hui. Donc vous êtes l'esclave, vous êtes Sophie.
Et puis, si votre mère s'appelait Sophie, eh bien, on vous appelle J-Sophie. Hein, d'ailleurs, ça continue un peu à la campagne. Hein. Vous avez un tel qui est Édouard, on va dire Édouard, c'est Ish-Édouard. Et donc, c'est Ti-Édouard. Hein, il y a un Édouard et puis Ti-Édouard. C'est Ish, Go-Édouard. Et par conséquent, vous avez ces habitudes qui sont restées mais même pas de nom. Et les mulattes qui avaient envie d'avoir un nom, eh bien, quelquefois, on associait les deux noms pour donner, par exemple, vous aviez Héloïse, qui était le nom de, ou bien Éloi, qui était le nom de l'homme, et puis vous avez la femme qui s'appelait Marie, eh bien, ça donnait comme nom le fils Marie-Héloïse. Ou bien vous avez eu les Marie-Sainte. Or, beaucoup de noms composés que vous voyez aujourd'hui à la Martinique, faits avec deux prénoms, eh bien, ce sont des noms de libres de couleur qui ont associé leur nom. Essayez de penser à tous les noms composés que vous connaissez. Hein, et même, quelquefois, c'était les... Alors, dans le sud, je connais comme quelques-uns comme ça, je ne voulais pas nommer des noms, mais par exemple, vous avez un blanc qui s'appelait Arnaud, et puis vous aviez un mulet qui s'appelait Joachim, et bien ça a donné Joachim Arnaud. Et donc ça fait la famille, enfin, etc. Donc, mais même pour les noms, ils n'avaient pas le droit de porter, parce que une loi interdisait d'avoir les mêmes noms. Eh bien, tout ça va changer brutalement à partir de 1840, 1832, 33 déjà, mais en 1848. Les choses aussi qui vont se passer, c'est la question de nom. Souvent, c'est les gens, lorsqu'ils étaient libres, mais ils voulaient quand même avoir un nom, puisqu'ils étaient libérés, eh bien, ils prenaient comme nom le nom du maître. Le nom du maître. Vous avez par exemple beaucoup de familles ayottes qui sont des gens noirs. Mais c'est parce que leur maître avait été un ayotte. Mais quelquefois, le nom est transformé. Par exemple, vous aviez Galette de Saint-Aurin, qui était propriétaire de l'habitation de l'Anscafard dont vous avez parlé tout à l'heure. Il avait un esclave ici à Saint-Luce et qu'il a libéré en 1847, un an avant l'abolition de l'esclavage. Et on ne savait pas comment l'appeler, mais comme c'était Galette, son propriétaire, eh bien, on a transformé le nom et cette personne est devenue Telga. Galette a donné Telga. Vous avez des noms comme ça, des centaines, ça se passe aussi en 1848. Beaucoup de gens qui reprennent des noms. Et on le voit, j'en parle comme ça, je donne plusieurs exemples, mais c'est des centaines et des milliers d'exemples qu'il y a comme ça. Donc les choses changent au fur et à mesure. Mais, pour aller un peu plus vite, nous sommes le 26 mars, le prochain bateau arrive, on leur dit que l'esclavage va être aboli, que c'est la République, ils disent ça c'est très bien, mais le prochain bateau arrive le 11 avril, c'est-à-dire déjà près de 15 jours après. Et quand le bateau arrive, il n'apporte pas de nouvelles. Il ne dit rien, il dit, bon, il faut vous calmer. Alors on attend encore le prochain bateau. Et le prochain bateau arrive 3 semaines après. 3 semaines après, et 3 semaines après, c'est la semaine sainte. Et au moment de cette semaine sainte, on ne voit rien arriver, ou plus exactement, on leur dit qu'il y aura, que les anciens esclaves vont devenir citoyens français et qu'ils pourront même participer aux élections, qu'ils auront le droit de vote. Et c'est parce qu'ils auront le droit de vote qu'il faut qu'ils aient des patronymes, qu'ils aient des noms pour qu'on puisse les inscrire. Alors le droit de vote, naturellement, j'enlève le mot naturellement, mais le droit de vote n'est réservé qu'aux hommes, pas aux femmes. Hein? Cela est réservé. C'est donc un suffrage universel, entre guillemets, mais qui n'est que masculin, qui n'est pas universel vraiment, puisqu'il n'y a pas les femmes dedans. Et là, on ne voit rien arriver. Et on apprend qu'en France, cette loi qui se prépare, eh bien, il y a certaines personnes qu'on n'a pas mises parmi, dont quelqu'un qui s'appelle Bicêtre, parce qu'il y avait eu une affaire Bicêtre, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Mais alors, il y a des pétitions pour demander cela. Et les gens commencent à s'énerver.
et à demander des choses. Et en particulier, le jour du vendredi saint, il y avait une technique que j'ai connue lorsque j'étais enfant, mais qui était sur le point de disparaître. Je ne sais pas si vous, les plus jeunes là, si vous avez connu ça. Au moment de la Semaine Sainte, on avait un instrument qu'on appelait un rara. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, mais c'était le rara de la Semaine Sainte. Et tout le monde avait ce rara. Et à quoi ça servait alors? Il y a des gens qui ne connaissent pas, mais est-ce qu'il y en a qui connaissaient le rara? Ah, c'est pas les Oui, oui. Bon, peu importe. Cette espèce de rara, on faisait beaucoup de bruit. Pourquoi il fallait faire beaucoup de bruit? Parce que en faisant le bruit, c'était pour chasser le démon. Hein? Le démon qui avait tué le Christ. Et comme le démon était méchant, eh bien, les esclaves, qui étaient très catholiques, eh bien, ils faisaient un bois-bois. Vous connaissez ce que c'est qu'un bois-bois quand même. Ils faisaient un bois-bois, et puis à qui ils donnaient de grands coups pour le battre. Parce que c'était un peu comme un jeu qu'aujourd'hui on fait avec les enfants, qu'on appelle la piñata, je ne sais pas. Hein, vous connaissez ça? Hein, eh bien, et ça s'appelait battre Judas. Hein, on allait pour battre Judas. Et les gens à la porte de l'église battaient Judas. Eh bien, ce vendredi saint 1848, on va faire un battre Judas, mais là, on va mettre parmi les bois-bois, on va mettre des béquets, des méchants, à qui que l'on frappe. Et ça, les gens s'en donnent à cœur joie. Et ça, c'est une première révolte qui est très forte. Et le maire du prêcheur, qui s'appelait Huc, s'oppose à cela et il fait enfermer un certain nombre de gens qui ont participé à se battre Judas du vendredi saint. Et naturellement, les gens manifestent massivement, non seulement à Saint-Pierre, non seulement au prêcheur, mais aussi à Casse-Pilote. Or, pourquoi je nomme ces trois communes, Casse-Pilote, Carbet, Saint-Pierre et Prêcheur? Parce qu'à l'époque, différemment de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'était les 4 communes les plus riches de la Martinique. C'était là qu'il y avait toute la grande activité agricole et c'était la part. Alors aujourd'hui, c'est la partie la plus pauvre de la Martinique. Depuis qu'il y a eu 1902, on n'est pas arrivé à reconstruire. Et puis depuis après la Seconde Guerre mondiale, lorsque on a introduit le tourisme, alors la partie qui était la plus pauvre de la Martinique, le sud de la Martinique, est devenue la partie la plus riche et celle qui attire le plus les gens. Mais à l'époque, c'était la partie la plus pauvre. Hein, tout le sud de la Martinique, c'était. Mais c'est le contraire. À cette époque, eh bien, c'est là qu'il y a toutes les grosses manifestations. Et les maires des communes, alors à l'époque, il n'y avait que 20 communes. Il n'y avait pas les 34 communes que nous connaissons. Les maires des communes, c'était tous des béquets. Ils étaient nommés et par conséquent, lorsque arrive 1848, eh bien, ils se rendent compte que la situation devient vraiment trop dure et ils proposent de faire entrer dans leurs conseils municipaux des livres de couleur pour pouvoir montrer que, quand même, ils sont prêts à partager. Mais c'est parce que la situation devient de plus en plus difficile. Mais, malgré tout cela, l'abolition de l'esclavage n'est quand même pas arrivée. Alors, mais les gens commencent à s'énerver, et les Noirs, il y en a un certain nombre, sur les habitations, ils disent, mais de toute façon, on est en train d'essayer de nous gouillonner. On va nous faire comme on avait fait en 1789, on va nous promettre la liberté, et puis, au dernier moment, on ne l'aura pas. Parce que c'est ce qui s'était passé lorsque Napoléon Bonaparte avait rétabli l'esclavage dans les colonies et avait rétabli à la Martinique. Ce qui fait que sur toutes les habitations, les gens commencent à se retirer. Les esclaves commencent à se retirer et à dire, bon, nous sommes libres, nous travaillons. Ce qui fait que, et nous sommes au mois d'avril-mai, nous arrivons au mois de mai, c'est-à-dire en pleine récolte. Et la récolte de la canne à sucre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Or, ils refusent de... Alors, il y a plein de cas. Alors là où ça a commencé
le plus fortement, c'est dans le sud, c'est au Vauclin, à Massel, je ne sais pas si vous connaissez le quartier, Massel, entre Vauclin et Marin, hein, c'est à Massel que ça démarre, c'est au Marin, c'est dans toutes les différentes communes, et aux Trois-Îlets aussi, c'est extrêmement fort, parce qu'il y a là un béquet qui s'appelle Ayotte, Michel Ayotte, qui a son fils, Louis Ayotte, etc. Et ce Michel Ayotte se rend compte, il a compris que l'esclavage va être aboli, et il veut créer ce qu'on appelle des contrats d'association. C'est-à-dire, il dit, nous allons, quand l'esclavage va être aboli, je vous propose un contrat d'association, parce que de toute façon, vous aurez besoin de travailler, et vous pourrez rester sur l'habitation, vous pourrez rester dans la rue Cazeneuve, mais à condition que vous travaillez pour moi. Et là, on va commencer à discuter. Et comment on va discuter? Eh bien, les gens disent, oui, nous voulons rester, bon, nous voulons garder la maison de la case où nous étions. Ensuite, nous voulons garder le jardin. Alors, le jardin, c'était plusieurs acres de terre. Et dans le jardin, ce qu'on appelait le jardin mocaille, c'est-à-dire autour de la maison, il y avait soit pas des légumes, des salades, il y avait des fleurs, des plantes médicinales, il y avait des arbres fruitiers en général, il y avait toujours 1 ou 2 cochons, il y avait des poules, il y avait tout ça. Et puis, à la lisière de l'habitation, dans les futaies, dans la forêt, il y avait ce qu'on appelle le jardin nègre, là où il y avait par contre le bokoji, où il y avait les légumes, là où il y avait du miel, là où il y avait aussi un certain nombre de bois, comme le bakwa, comme le latanier, comme le cacao, comme le café, etc., qu'ils faisaient eux-mêmes. Où il y avait aussi du coton, parce qu'on faisait soi-même son coton, et il y avait aussi du tabac, pour pouvoir faire des bouts de tabac, parce que le métier des femmes qui faisaient le tabac, on les appelait les faiseuses de boue, c'est-à-dire lorsqu'elles avaient fait du tabac, elles mettaient les feuilles à sécher et elles pouvaient faire, vous savez d'ailleurs, si vous regardez les images anciennes, vous remarquez que les femmes des campagnes fumaient beaucoup. Hein, elles ont toujours la pipe, ou bien elles ont... mais parce que c'était des productrices de tabac, le pétain. Eh bien, donc, il propose cette espèce de contrat, et cette espèce de contrat, les femmes disent, oui, mais nous voulons un peu plus de choses. Et c'est surtout les femmes, d'ailleurs. Ils disent, ce que nous voulons, c'est qu'on mette l'école pour nos enfants. Parce que nous voulons que nos enfants apprennent à lire et à écrire. Et que parce que, dans leur esprit, et d'ailleurs, c'est resté très fort dans la tête des gens pendant des générations. Je ne sais pas si vous avez vu le film La rue Cazeneuve, qui se passe en 1930, c'est-à-dire 70 ans après l'abolition de l'esclavage. Eh bien, en 1930, les gens sont sur cette idée qu'il faut laisser tomber le shamkan et il faut que l'enfant apprenne à lire et à écrire pour devenir, pour avoir une promotion sociale. Eh bien, elles exigent qu'il y ait des écoles. Et puis elles disent, ben oui, mais l'esclavage est aboli, d'accord? Sauf que pendant l'esclavage, lorsqu'un vieil esclave, celui qui avait dépassé 40 ans, parce qu'à 40 ans on était vieux à l'époque, hein, l'espérance de vie était de 32-33 ans. Lors de dépasser 32 ans, où tu es sauvé. Hein, parce que vous commenciez à travailler à 6-7 ans, et puis à 27, 28, 29, 30 ans, eh bien, vous croiez, hein, vous aviez déjà à ce moment-là, si vous êtes une femme, vous aviez déjà à peu près 10 enfants, et si vous êtes un homme, vous êtes déjà fatigué. Donc, eh bien, là, il dit, mais nos vieux, il faut les soigner. Or, là maintenant, si nous sommes libres, vous ne voulez pas vous occuper des vieux, eh bien, il faudra mettre aussi des hospices pour cela. Réclame cela, et réclame donc les écoles pour les enfants, mais les hospices pour les vieux. Qu'elles obtiennent dans les discussions. Mais malgré ça, on n'est pas arrivé encore à l'abolition de l'esclavage, et les esclaves continuent à pratiquer leur manière de vivre, en particulier
on faisait le samedi soir. C'était le moment où les esclaves étaient entre guillemets libres. Quand je dis entre guillemets libres, c'est-à-dire qu'ils faisaient uniquement des activités pour eux-mêmes et pour leur famille. Et ces activités qu'ils faisaient pour eux-mêmes et pour leur famille, c'était la production du manioc, du cassave. Et ça se faisait ensemble. C'est-à-dire c'est toute l'habitation qui se réunissait. Et puis il y avait un groupe qui grageait le manioc. Il y avait un autre groupe qui le portait sur la platine, si vous connaissez comment ça se fait. Et puis il y avait un autre groupe qui tapait du tambour pour donner de la voix. Parce que comme il y a du tambour, comme il y a de la musique, un peu comme dans les veillées aussi, c'est une manière de tenir les gens en éveil, pour qu'ils ne dorment pas. Et des fois, mais alors, on est dans une période d'abolition de l'esclavage, et les gens chantent toutes sortes de chansons, de belles contre les béquets, contre les ceci, contre les cela. Et donc les béquets veulent interdire cela. Et c'est ce qui va se passer à Saint-Pierre, sur l'habitation Léo Duchamp, lorsque, pendant 2 samedis, le béquet dit « Moi, je ne veux pas que vous chantiez, faites votre manioc, mais sans chanter », et il décide de saisir le tambour des Noirs qui se battaient. Or, il arrive le samedi suivant, il entend encore le tambour. Et c'était Romain qui faisait ce tambour le samedi 20. Alors, sentant cela, il essaie de venir d'intervenir, mais il y a tellement d'esclaves là, il l'envoie promener, eh bien, il promet de se venger. Les autres l'injurient. Ça se passe un samedi. Et donc, le lundi matin, très tôt, dès 6 h du matin, les gendarmes de Saint-Pierre montent sur l'habitation pour arrêter Romain. Donc, on vient l'arrêter le lundi matin 22 mai 1848. On vient l'arrêter pour l'emmener au commissariat de Saint-Pierre. Sauf que, entre l'habitation Léo Duchamp et le commissariat, il y a à peu près 8 km, il est 6 h du matin, eh bien, ça se fait vite, en principe. Mais ce jour-là, les gens commencent à battre du tambour, à souffler la corne de l'ambi pour avertir les autres, et que, finalement, chaque fois, on fait 100 mètres, on prend au moins une demi-heure pour faire 100 mètres, avec Romain, parce que les gens viennent, protestent, etc. et tout, et les habitations. Et lorsque Romain arrive à Saint-Pierre vers 8h30, 10h, eh bien, il n'arrive pas seul avec les gendarmes, il arrive au moins avec 2000 esclaves avec lui, et qui sont là, qui sont en train de hurler, qui demandent qu'on puisse libérer Romain, et ils occupent la ville, et ils sont là à protester, à exiger qu'on puisse libérer Romain. En plus, les esclaves viennent non seulement de Saint-Pierre, mais il y en a qui ont appris ça aux prêcheurs, ils descendent, il y en a qui ont appris ça au Mont-Rouge, ils descendent, à Font-Saint-Denis, ils descendent, au Carbet, ils descendent, au Mont-Nevers, ils descendent, sur Saint-Pierre, et vers midi, il y a tellement de gens à Saint-Pierre que finalement, on libère Romain. On le libère parce que les libres de couleur romaine disent « mais c'est une bêtise que d'arrêter alors que l'esclavage... » Mais la foule est énorme et les gens sont là. Et finalement, ceux du prêcheur remontent l'après-midi sur le prêcheur, et lorsqu'ils remontent sur la route, eh bien, ils sont arrêtés par une fusillade où on tue à peu près une cinquantaine. Souvent, on oublie de dire ça. On tue à peu près une cinquantaine de manifestants. Et apprenant cela, ils ramènent leurs morts sur Saint-Pierre, et là, l'insurrection commence. Ce qui n'était qu'une simple petite émeute le matin devient une vraie insurrection, et en particulier, ils se dirigent vers une maison dans laquelle il y a quelqu'un qui avait mené contre eux la bagarre de 1833 à Grand-Anse. Et alors, ils vont entourer cette maison, et lorsqu'ils vont entourer la maison par milliers, il y a un parmi eux qui est sûrement un peu un imbécile, mais qui montre qu'il est fort, soi-disant. Il sort son arme et il tire. Et il tue un manifestant. Et en tuant le manifestant, eh bien, la foule est tellement furieuse que la foule se précipite et on met le feu dans la maison. Il y a 33 morts.
Alors, ces 33 morts, le feu dans la maison, ces 33 morts, la police veut intervenir. Mais la foule entière a des armes et a des flambeaux. Et lorsque le gouverneur qui est à Fort-Royal, à Fort-de-France, envoie une troupe, les gens font savoir au gouverneur au bateau que si le bateau débarque à Saint-Pierre, que toute la foule, que toute la ville va être brûlée. Et vous avez là 10 000 personnes qui ont des flambeaux en main et qui vont brûler la ville. Donc le gouverneur descend sans armes et les gens disent il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de proclamer l'abolition de l'esclavage. Proclamer immédiatement cette abolition de l'esclavage. Et c'est ainsi que le gouverneur est très embêté, parce qu'il ne peut pas, lui, gouverneur de la Martinique, proclamer l'abolition de l'esclavage alors qu'il ne sait pas ce qui se passe en France. En fait, en France, la loi avait été prise. D'ailleurs, ce n'est pas une loi, c'est un décret. Le décret a été pris le 27 avril, mais il n'est pas arrivé. Je vous expliquais l'histoire des 35 jours pour que le décret puisse arriver. Il n'est pas arrivé. Mais le gouverneur ne sait pas quoi faire et la foule ne cède pas. En août, il apprend que dans plusieurs communes, comme à Fort-Royal, comme à Rivière-Pilote, comme au François, comme au Saint-Esprit, il y a des foules qui se réunissent, des gens qui marchent dans la rue, qui disent qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe à Saint-Pierre, enfin, etc. Et tout, que ça risque de... Donc à 2h de l'après-midi, le 23 mai, après l'insurrection du 22 mai, on proclame l'abolition de l'esclavage. Cette proclamation d'abolition de l'esclavage est quand même extrêmement importante. Je veux dire que ça a été imposé par la population ici, alors qu'on ne sait pas la loi. Et arrive le gouverneur Périnon, mais il arrive le samedi 3 juin, c'est-à-dire 10 jours après que les gens ont imposé ici l'abolition de l'esclavage, et il arrive avec un décret qui dit que lorsque le décret va arriver, on va annoncer aux gens que l'esclavage va être aboli, mais on va terminer la récolte et on va proclamer ça que 2 mois après, c'est-à-dire normalement le 4 août. Alors lui aussi, Périnon, il arrive, il a été nommé par un gouvernement qui lui demande de proclamer ça 2 mois après son arrivée. Comme il arrive le 3 et qu'il prend ses fonctions le 4, en principe, ça doit être aboli pour le 4 août. Et il s'apprête à prendre ça et les gens lui disent attention, vous n'allez pas dire aux esclaves qui sont libres depuis le 23 mai de rentrer à nouveau en esclavage pour atteindre l'abolition le 4 août. Donc Périnon lui-même, comme le gouverneur précédent, est obligé de prendre une décision de dire qu'il reconnaît l'abolition de l'esclavage et que l'esclavage est aboli. Alors là, il va quand même prendre une petite mesure. Il dit c'est aboli le 4 juin. Mais en fait, ça ne revenait pas, ça ne mettait pas en cause ce qui s'était passé le 23 mai. Voilà donc toute une dynamique. Quelle leçon on peut tirer de ça? C'est que finalement, ils ont eu raison de faire ça. Parce qu'en France, les élections qui ont eu lieu donnent la majorité au parti de la campagne. Parce que la révolution qui s'était faite en France, s'était faite à Paris. Mais Paris, c'était une minorité par rapport à la campagne. Et la campagne, ce sont les royalistes. Et les royalistes qui reviennent, ils ne sont pas contents qu'on ait pris un décret. Ils ont dit qu'il fallait que l'Assemblée se réunisse pour prendre une loi. J'espère que vous savez la différence entre décret et loi. Une loi, c'est voté par le Parlement, c'est la souveraineté nationale. Un décret, c'est une décision qui est prise par l'exécutif, qui est prise par... Mais un décret n'a pas la force d'une loi. Un décret est d'ailleurs là pour appliquer une loi, mais pas pour prendre la place d'une loi. Donc, ils ont envie de revenir dessus, sauf que là aussi, ils sont obligés de faire attention, comme le premier gouverneur Rostolan, comme Périnon, ils ne peuvent pas revenir dessus, même si eux, ils sont comme cela,
et ils sont obligés d'admettre l'abolition de l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? D'autant plus qu'au niveau international, ça aurait été une bêtise de la part de la France de revenir sur quelque chose qui a déjà été adopté par l'Angleterre, la première puissance, qui a été déjà adopté par un certain nombre de courants, et surtout les courants abolitionnistes qui étaient devenus plus forts. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est la mobilisation générale de tout, alors je ne vais pas raconter tout parce que ça prendrait trop de temps, mais de tout le monde, non seulement des hommes, mais aussi des femmes. On n'a pas beaucoup parlé de ça. J'avais écrit un ouvrage qui s'appelle « Les femmes et la liquidation du système esclavagiste à la Martinique », qui montre la place que les femmes ont prise. En particulier, par exemple, au moment de la messe de l'Ascension, qui a lieu le 1er juin 1848, Pérignon n'est pas encore arrivé, eh bien, les femmes refusent d'aller à la messe dans les églises où les prêtres étaient partisans de l'esclavage. Ils disent, nous voulons uniquement que les prêtres qui sont contre l'abolition de l'esclavage. Et ça, dans un pays qui est extrêmement catholique, lorsque vous faites ça, c'est un mouvement qui a un poids énorme dans cela. Ça aussi, c'est un mouvement qui, par conséquent, ça c'est une deuxième mesure. Troisième mesure importante, eh bien, on est obligé de reconnaître la force de cela, et en particulier, on va pratiquer ce qu'on appelle les cahiers d'individualité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est que les cahiers d'individualité? Mais tous, vous pouvez consulter ça maintenant. C'était dans les mairies, mais c'est maintenant aux archives départementales. Et vous pouvez voir comment vous avez eu votre nom, d'où vient votre nom, comment votre nom a été composé, et à quel moment on vous l'a donné. Enfin, on l'a donné à vos arrière-grands-parents. Lorsque, si eux, ils étaient esclaves, directement, vous avez tout ça. Et donc, pour moi, c'est un moment extrêmement important de l'histoire de la Martinique, que pendant longtemps, on a caché. Alors vous, les plus jeunes, vous ne le savez pas. Mais moi, quand j'avais 18, 19, 20 ans, lorsque, par exemple, j'enseignais en 1963, quand je faisais mes cours d'histoire, par exemple au Saint-Esprit, et puis que je décidais de parler de l'abolition de l'esclavage, j'étais convoqué devant le préfet parce que je n'avais pas à parler de l'histoire de la Martinique. C'était interdit. C'était interdit. Maintenant, c'est une fête extraordinaire. Tout le monde parle de ça. Et pour moi, c'est une bonne chose. Merci d'avoir subi, parce que j'ai vu qu'il y en avait envie de dormir là. Et merci de m'avoir subi, merci de m'avoir écouté. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci.